à ce super événement. J'espère que vous en profitez, que vous en avez bien profité et puis que ce n'est pas terminé encore. Il reste encore quelques sessions. Merci à tous nos partenaires qui nous ont accompagnés dans cette démarche et qui ont permis de rendre cet événement possible dans les conditions actuelles que l'on connaît tous. Vous pouvez rejoindre les 3 communautés qui participent aujourd'hui à l'organisation et qui sont aujourd'hui vos hôtes donc, pour cet événement. Et sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller dans ce qui nous intéresse le plus, je pense, parce que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes intéressé par construire votre gouvernance Power Platform. Donc, initialement, cette session est en anglais. Donc, j'imagine que personne n'aura de problème à ce qu'on la fasse en français. Ça ne me pose pas de problème. On peut switcher à un moment si vous le souhaitez, mais il n'y a aucun problème. Dites-moi si ça pose un quelconque problème en anglais. Sachez que cette session, de toute manière, a déjà été enregistrée en anglais par ailleurs, dans un autre événement. Donc, si jamais ça vous intéresse, and if you want to get it in English, you can just ask me for the link and I will just provide you the link. Bon, donc ceci étant dit, mon nom est Nicolas Georgeot, je suis MVP et MCT sur un peu, donc MVP sur Microsoft 365 et applications, qui est le nouveau terme, et MCT sur la partie Microsoft 365 et aussi Dynamics 365 Power Platform. On s'entend qu'aujourd'hui, on est un peu entre les deux. Donc, certains d'entre vous me connaissent déjà. Il y a quelques temps, il y a 9 ans maintenant, j'étais encore en France. Et depuis 9 ans, je me trouve au Québec. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de gouvernance? Avant de se lancer là-dedans, l'idée, c'est pourquoi est-ce qu'on en est là? Pourquoi est-ce qu'on parle tous de gouvernance et qu'on est tous intéressés à savoir comment ça fonctionne? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose de très important, c'est les SLA. Donc, les fameux engagements que vous allez avoir avec vos clients. On s'entend que les SLA sont à différents niveaux. Les fameux Service Level Agreements sont signés à différents niveaux. Et pas seulement au niveau de vos prestataires, c'est-à-dire que vous, en tant que fournisseur de services, vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume. C'est un peu la situation qu'on souhaite éviter, mais vous êtes quelque part de plus en plus entre, d'un côté, votre fournisseur de services qui s'engage avec vous avec des agréments de service, avec des engagements de service. Donc, on les connaît, 99.9, mais ils ne sont pas forcément les mêmes sur tous les différents composants de la Power Platform. C'est d'où l'inconvénient de la Power Platform, c'est qu'on va le voir tout à l'heure, ça manque un peu de consistance, tout ça. Donc, le gros problème, c'est que de l'autre côté, vous avez des clients. Donc, ça va être vos utilisateurs finaux qui sont quelquefois dans votre environnement Microsoft 365, mais quelquefois aussi des partenaires ou des clients auxquels vous ouvrez votre Power Platform. Vous connaissez tous, vous avez probablement tous entendu parler de Power Apps Portal qui permet justement de mettre à disposition certains des services avec vos clients. Et vous allez vous aussi devoir vous engager dans la disponibilité de ces services à vos clients. Reste à définir le terme client, bien sûr. Ça peut être, encore une fois, des utilisateurs internes à différents niveaux, ça peut être des partenaires ou ça peut être directement des clients finaux. Donc, on s'entend que bien souvent, le problème, c'est que ces SLA ne sont vraiment pas clairs. C'est-à-dire qu'à la base, c'est assez empirique. Hein, on gère nos systèmes de manière assez empirique et si on ne fait pas un reboot à un moment, si on ne se pose pas un moment et qu'on ne se questionne pas, on a tendance à empiler les briques Lego les unes par-dessus les autres sans savoir vraiment où est-ce qu'on se rend par rapport à ces engagements de service. Et c'est très important parce que c'est justement là qu'il va y avoir un doute dans votre gouvernance. Donc, le problème avec la gouvernance, et c'est souvent ce que je vois chez beaucoup d'entreprises dans lesquelles j'interviens, c'est que dites-vous bien qu'une gouvernance qui n'a pas de rapport, sur lequel je n'ai pas de reporting, ne sert absolument à rien. Donc, perdez pas votre temps à écrire des kilomètres de papier, comme le font des super belles compagnies de consulting que je ne nommerai pas, pour lesquelles j'ai travaillé pendant de nombreuses années. C'est sûr que faire du papier au kilomètre, c'est super intéressant, mais by design, la première chose à laquelle vous devez penser, c'est quoi le reporting? Qu'est-ce que vous allez fournir comme tableau de bord qui va vous permettre de suivre justement l'engagement de service sur lequel vous vous êtes accordé avec vos clients? OK, c'est bon, on a parlé de tout ça. Est-ce qu'on peut maintenant parler de gouvernance? Le problème, c'est qu'avant de parler de gouvernance, on a déjà une bonne question à se poser, c'est est-ce que vous faites vos devoirs, vous, en tant que compagnie TI?
Et là, souvent, c'est un problème parce qu'on est totalement submergé aujourd'hui par les nouveautés qui arrivent de Microsoft. On est d'accord que tout arrive en bloc et on a un peu de mal à faire le tri dans tout ça. Mais savez-vous que, bon, premièrement, est-ce que vous suivez convenablement le Message Center de votre environnement Microsoft 365? Vous savez que maintenant, tout arrive là-dedans. Vous avez comme un repository global où tous les messages arrivent et ça fait beaucoup, beaucoup de choses à suivre. Donc, pour un administrateur unique, c'est juste impossible. Ça veut dire qu'il faudrait que votre administrateur ou votre architecte soit vraiment en connaissance de tous les impacts sur tous les systèmes depuis votre environnement. Donc, est-ce que vous donnez un peu d'amour à ce Message Center? Et puis, pour vous aider là-dedans, Microsoft a livré il y a quelques temps, je ne sais pas si vous avez prêté attention à ça, mais une fonctionnalité qui est super intéressante qui permet de synchroniser tout ou partie du Message Center avec Planner. Donc, vous allez pouvoir directement extraire les messages de Message Center, les synchroniser avec un Planner que vous aurez mis en place quelque part. Et là, de là, vous allez pouvoir définir des buckets et attribuer chacune de ces tâches à des spécialistes à l'intérieur de votre infrastructure. Ça va être important de désigner les spécialistes. Qui est en charge de chacun des services? Qui va être l'interlocuteur qui va comprendre l'impact d'un environnement Dynamics 365 par rapport aux applications métiers Dynamics 365 qui y sont déployées? Ça va être vraiment super important. Quand vient le temps de parler de gouvernance, vous connaissez tous l'Admin Center maintenant de Power Platform, donc pas trop de secrets là-dessus. Juste que on a de plus en plus de choses qui arrivent dans l'Admin Center. Vous avez vu il n'y a pas très longtemps que l'ancien Common Data Service, qui s'appelle maintenant donc, je ne sais même plus, bon, bref, ça va encore changer de nom probablement, parce que de toute manière, c'est déjà un nom qui est utilisé par ailleurs, donc ce n'est pas impossible. Mais donc, l'ancien Common Data Service et l'ancien Common Data Service Database, maintenant est utilisé par Project Oakdale. Donc, de plus en plus, on a y compris jusqu'aux environnements Teams qui arrivent dans cet environnement Admin Power Platform. Est-ce que vous avez quelqu'un aujourd'hui qui s'occupe et qui est réellement en charge de cet environnement? Peut-être des rôles à réimaginer ou en tous les cas à repréciser. Quand vient le temps de parler des différents environnements, vous connaissez probablement le rôle des environnements. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de revenir là-dedans, mais vous avez des environnements développeurs, des environnements default, l'environnement production, l'environnement trial, tout ça, là, vous devez savoir à quoi ils servent et définir à quoi est-ce qu'ils vont vous servir dans l'entreprise. Donc, il faut être clair là-dessus. Ensuite, donc, il faut définir une stratégie. Petite chose au passage, est-ce que vous utilisez la bonne région pour votre environnement default? Juste savoir, c'est que quand vous utilisez Power Platform par défaut dans Microsoft 365, votre tenant, votre environnement Microsoft 365 est associé par défaut directement à un environnement Power Platform. C'est ce qu'on appelle le default. C'est là que vont se trouver tous les composants, donc les flows, par exemple, qui vont être créés à partir des listes SharePoint, les applications Power Apps qui vont être créées à partir de SharePoint, entre autres, et les custom forms qui vont être créés à partir de SharePoint. Donc, tous ces artefacts, finalement, vont être créés dans l'environnement default de Power Platform. Première question, est-ce que votre environnement se trouve dans la bonne région? Donc, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas forcément en tête en France, parce que c'est vrai que la réglementation se trouve maintenant au niveau européen, mais c'est quelque chose de vraiment très important pour les clients. Entre autres, nous, au Canada, on a eu que finalement, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, l'environnement canadien qui est arrivé. Ça veut dire qu'auparavant, on était totalement sur des environnements qui étaient US, avec la réglementation US. Donc, on avait une vraie problématique là-dessus, c'est que quand venait le temps de créer automatiquement notre environnement Power Platform par défaut, ce que Microsoft fait, c'est que lui, il rattache automatiquement, il crée l'environnement au plus près de l'abonnement de votre tenant Microsoft 365. Donc, mettons que vous étiez abonné Nord-Amérique, ben à l'époque, automatiquement, le default était créé aux US. Donc, je ne sais pas en Europe s'il y a des réglementations particulières, mais faites attention si jamais votre environnement, par exemple, nécessite quelque chose de très particulier parce que considérez quand même que c'est tout ce qui est data at rest qui va être considéré par cet environnement. Donc, ça veut dire que des applications, SharePoint,
des applications Power Apps qui vont être attachées à des tenants, à des listes SharePoint, vont à un moment voir passer des données. Ces données, si elles transitent par l'Irlande ou par l'Allemagne ou un autre pays en Europe, autre que la France, ça peut poser certains problèmes pour certaines applications, peut-être un peu plus sensibles. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de migration possible chez Microsoft. Ça veut dire qu'en gros, ils vont vous demander de créer un nouveau tenant, de le créer dans la région que vous le souhaitez, et quand vous êtes prêt, vous ouvrez un ticket chez Microsoft de support, et ils vont attacher le default sur le nouvel environnement que vous venez de créer. Le problème, c'est qu'il n'y a personne, il n'y a rien qui permet de migrer vos applications. Donc tout ce qui aura été développé auparavant, des flows, des Power Apps, etc., si jamais vous devez bouger à un moment, ben vous allez devoir le faire manuellement. Manuellement, ça veut dire que si je n'ai pas de solution, comme souvent le cas quand j'utilise des applications Power Apps attachées à des listes SharePoint par défaut, je n'utilise pas de solution, donc il va falloir que je fasse la migration manuellement. Bon courage si jamais vous avez beaucoup de flous qui ont été créés à l'intérieur de votre environnement. Super intéressant. Donc pensez-y, avant de vous lancer là-dedans, il faut réfléchir un petit peu à sa stratégie autour de tout ça. Les updates, si vous utilisez le Common Data Service Database, toujours vérifier la mise à jour de la version de votre base de données. Il n'y a pas très longtemps, vous savez qu'il y a 2 cycles de mise à jour majeurs par an, la Wave 1, Wave 2. Wave 1 arrive en règle générale fin avril et Wave 2 arrive et est poussé en règle générale fin octobre. Mais ça veut dire que ces environnements sont disponibles en preview à partir de février pour la Wave 1 et de août pour la Wave 2. Donc ça veut dire que vous pouvez normalement commencer vos tests. Mais ça veut dire commencer des tests, il faut les planifier. Il faut prévoir tout ça. Particulièrement parce que quand une mise à jour arrive et qu'elle est poussée, en travers de la gorge parfois, par exemple, on découvre, comme certains de mes clients qui utilisaient le Object Detection dans AI Builder, que la dernière version de la base de données Common Data Service met à jour certaines propriétés des objets Object Detection d'AI Builder. Moralité, toutes les applications ne fonctionnent plus, il faut donc modifier toutes les propriétés. Super le fun. Donc, il faut anticiper un minimum tout ça, il faut être conscient des impacts que ça va avoir. Est-ce qu'on peut maintenant enfin parler de gouvernance? Oui, avec plaisir. Donc, vous le savez tous, maintenant, on a tous à faire face à quelque chose qui s'appelle le Citizen Developer, en bon français, donc le développeur citadin, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on peut traduire ça, en québécois, on n'a pas encore apporté de traduction à ça. Il n'y a pas de problème particulier, on est tous contents de travailler avec les Citizen Developers, avec ces gens qui sont avec les 2 pieds dans le business, dans les lignes d'affaires, et qui savent précisément exprimer leurs besoins. Donc, si c'est vrai qu'ils ont accès, si on peut leur donner accès à une boîte à outils qui permet très facilement de créer des applications, c'est super intéressant. Mais le problème du Citizen Developer, c'est qu'il ne connaît rien au développement. Par défaut, quelqu'un des affaires ne connaît rien au développement. Si je vous ramène une quinzaine d'années en arrière et que je vous parle de MS Access ou de Excel encore aujourd'hui avec des belles macros dans tous les sens, qui deviennent, pour les applications Access ou Excel, petit à petit dans le temps, puisque je vous rappelle qu'on travaille tous de manière empirique, des applications business critical. Super intéressant. Ça veut dire que tôt ou tard, tout le monde va se regarder en disant « Ok, mais qui est-ce qui supporte ces applications-là » Elles ont été développées dans un coin, les gens ont commencé à les partager, c'est facile de partager, Microsoft pousse dans ce sens-là, c'est génial, empowering citizen developer, on adore le concept, mais tôt ou tard, là, ça va coincer. Quand ça va devenir business critical, dites-vous que la personne qui est dans la ligne d'affaires, dont les objectifs annuels ne tiennent pas du tout ne considèrent pas du tout la part qu'il va donner en termes de support aux utilisateurs de cette application, il va se décharger très rapidement puisque ça ne le concerne plus. Ça va donc être la responsabilité du support et vous allez devoir le gérer. Le problème dans la plateforme Power Platform, ça c'est tel qu'elle suppose être. Ça c'est la belle présentation de Microsoft, la belle histoire de Microsoft. Regardez, Power Platform, on a 4 applications avec un socle, Data Connector, AI Builder, Common Data Service, c'est génial. Ouais, mais c'est pas la façon dont ça fonctionne, on le sait tous. C'est supposé être unifié, consistant, mais la réalité des choses, c'est que c'est totalement inconsistant.
On a des applications avec Power BI qui est d'un côté et qui travaille tout seul dans son coin. On a Power Apps et Power Automate qui arrivent en quelque sorte à travailler ensemble avec certaines contraintes qui sont quand même réelles pour chacun de ces services. Et puis Power Virtual Agent qui est un peu rattaché à l'environnement, mais pas totalement. Et puis surtout qui travaille dans un milieu d'affaires avec des objets qui sont propres à tout ce qui est conversationnel. Donc avec, par exemple, une façon d'utiliser les termes qui n'est pas le même que dans la base de données. Par exemple, auparavant, on utilisait le terme entité. Donc ça, heureusement, ça a changé vers table. Et donc, c'est un avantage parce que entité, vraiment les entités, ça correspond à quelque chose dans le NLP, dans le Natural Language Processing. Là, quand on fait d'intelligence artificielle sur la partie Language Processing, on sait qu'une entité, un topic, un entity, c'est quelque chose de très particulier dans le conversationnel. Donc, ça rentrait pas mal en concurrence, tout ça. Donc, Microsoft essaie d'améliorer ça, mais ça reste encore parfois assez inconsistant. Donc, il est temps d'amener un peu de consistance dans tout ça. J'ai une petite liste un peu à l'après-vert de choses à laquelle il faut penser. Donc, tout simplement, qui est le propriétaire de l'application? Est-ce que vous êtes capable de l'identifier? Est-ce que cette personne fait encore partie de la compagnie? Ça va être une bonne question. On est d'accord qu'aujourd'hui, Power Platform, c'est tout neuf. Donc, les mouvements de personnel, on n'a pas encore eu le temps de trop les voir, même si ça commence. Mais quand on a quelqu'un qui commence à quitter la compagnie et qui était avant propriétaire d'une application, on fait quoi? Donc ça, il va falloir que vous l'anticipiez et que vous imaginiez la façon dont vous allez le gérer. Qui va entraîner, qui va fournir la formation aux utilisateurs et comment ça va être fourni? Donc ça, c'est une certaine responsabilité qu'il va falloir prendre en charge. Il n'y a rien de pire qu'un champion dans une compagnie. On est d'accord que les fameux champions, tels qu'on les design dans les compagnies, c'est une idée avec laquelle moi, je la trouve assez intéressante sur le plan philosophique de créer des champions, mais sur le plan réel des choses, la façon dont ça se passe, c'est que vous êtes en train de donner une responsabilité à un utilisateur qui, dans un certain moment, va être valorisé par ça, mais vous n'allez pas le rémunérer pour ça parce que ça ne va pas faire partie de son travail journalier. C'est-à-dire que si ce n'est pas défini clairement dans sa fiche de poste qui va devoir être le champion de quelque chose, eh bien, au bout d'un moment, cette personne, elle va avoir son travail à gérer sur lequel elle est évaluée et elle obtient sa prime, soyons clairs, hein, parlons des choses telles qu'elles sont. Et à côté, elle va avoir un travail, ish, sur lequel elle est supposée travailler et puis pour lequel elle n'est pas vraiment rémunérée. Elle joue juste le rôle de champion. Et puis petit à petit, les utilisateurs, comme ça va devenir critique, vont de plus en plus lui poser de questions. Le bilan, et ce que j'ai réellement vérifié pour vrai, dans les faits, c'est que très rapidement, l'utilisateur qui était un champion, qui était très content au début, va devenir un utilisateur qui va expliquer aux utilisateurs « j'ai pas le temps, c'est de la merde, ça fonctionne jamais, etc. etc. » C'est ce qui va se passer. Tôt ou tard, l'utilisateur, il va devoir se concentrer sur ses objectifs et ce qui est essentiel pour lui. Donc, il ne va plus le gérer. Bilan, vous venez de faire l'inverse de ce qu'on vous cherchiez à faire avec un champion. Vous venez de vous tirer une balle dans le pied. Donc, pensez à utiliser la première chose, la première source de support dans une compagnie qui doit être le centre de service. Et si vous n'avez pas de centre de service, avec la Power Platform, il va falloir y penser. Donc, qui va maintenir l'application? Qui va être en charge de devoir maintenir cette application-là? Est-ce que ces applications sont maintenables? Ça, c'est une autre bonne question. Donc, qui va supporter les utilisateurs avec quel engagement de service? Et qui va surtout définir le moment où cette application va devenir critique? Ça va être très compliqué. Donc maintenant, ça, c'était au niveau de l'application. Maintenant, vous savez tous qu'une application, c'est bâti sur des données. Ben, les données, on va avoir le même problème. Elles sont où les data, pardon. Elles sont où les données? Elles sont stockées où? Qui va être le propriétaire de ces données? Est-ce qu'elles sont sécurisées? Qui va devoir maintenir ces données? Qui va devoir supporter les données ou l'accès aux données si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas bien? Et encore une fois, les données, bon, au début, c'est du 2000, donc c'est sympa, puis c'est rigolo, on commence à rentrer quelques données dedans, on voit de quoi ça a l'air, etc. Mais qui va définir le moment où elles vont devenir business critical? Et à ce moment-là, qui va mettre en place le plan de versioning sur
le modèle de données. Le data model, à un moment, il va bien falloir le définir et le figer dans le marbre pour éviter qu'il change à tous les jours. J'en rajoute une couche. Quand il s'agit d'utiliser les données, on travaille sur des applications qui sont dans le cloud. Et pour ceux qui n'auraient jamais encore joué avec, la Data Gateway, c'est toute une affaire qui est très sympathique à prendre en charge. Ouais, sauf le jour où il faut réellement la gérer et où ça devient business critical, encore une fois. Là, vous venez de mettre en place un superbe applicatif qui tend à devenir un goulot d'étranglement. Et vous allez le mettre en place juste entre votre data center, où vous avez un réseau que vous êtes capable de gérer, etc., et des services dans le cloud sur lesquels vous avez des SLA qui vous engagent avec ces fournisseurs de services. Donc, il va falloir bien réfléchir à la façon dont vous allez gérer ces stratégies Data Gateway. Pour ceux qui ne connaissent pas la Data Gateway, j'ai livré des sessions sur Data Gateway, comment ça fonctionne. Aujourd'hui, le Data Gateway, il va servir de plus en plus de choses puisqu'il met en place un data bus, finalement, un bus de données entre votre data center local et le bus de données Azure. Donc, il va réussir à mettre en place un pipeline, finalement, entre ces deux environnements, avec la sécurité, avec tout ce qui est prévu, mais également les translations d'identité et tout ce qui a rapport à ça. Donc, il va falloir vraiment faire attention à tout ça, particulièrement quand il va falloir faire de l'impersonnation, par exemple, sur vos applications ou sur vos tableaux de bord. Donc, qui est en charge du Data Gateway? Qui est-ce qui va décider le moment où il va falloir upgrader le Data Gateway? En règle générale, quand on commence à parler d'upgrade de Data Gateway, tout le monde se retourne en disant je ne sais pas. Donc, est-ce que quelqu'un regarde les logs? Je vous rappelle aujourd'hui au passage que vous avez un super applicatif qui s'appelle Flow, avec les UI Flow, qui permet de se connecter directement de façon unattended sur un serveur, de récupérer les logs et de les ramener directement dans un concentrateur, dans un repository. Très pratique, mais les logs, il ne s'agit pas seulement de les ramener, il faut aussi les consulter pour savoir ce qui se passe au niveau de mon Data Gateway. Est-ce que vous n'êtes pas en train de créer donc un bottleneck dans votre entreprise, un goulot d'étranglement? Votre cluster, est-ce qu'il faut rajouter des nœuds? Est-ce qu'il faut rajouter peut-être dédicacer un cluster pour une application particulière? Je pense particulièrement à une application qui pourrait devenir business critical ou un tableau de bord analytics qui devient business critical, qui emmagasine énormément de données parce qu'il est en temps réel sur la base de données qui se trouve elle-même hébergée dans Azure, etc., etc. Donc ça, c'est autant de questions qu'il va falloir vous poser. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait justement par rapport à ça? Je viens de vous donner beaucoup d'informations, mais la première chose d'un plan de gouvernance ou de la gouvernance, c'est qu'elle doit rester simple, le plus possible. Alors, c'est facile à dire, parce qu'avec tout ce que j'ai donné comme question, pas facile de faire simple. Mais il faut essayer de le ramener à la chose la plus simple possible. Premièrement, définir ses objectifs. On a nos fameux SLA, nos engagements de service. Il faut être capable déjà de définir les objectifs. Très important dans un plan de gouvernance, le glossaire. Parce que personne n'utilise les termes de la même manière. Quand on parle d'une application, certains, ça va être juste l'application Power Apps, mais une application, pour d'autres, ça va être la solution complète. Donc une solution avec le data model, les différentes tables et les entités qui sont attachées, les flows qui sont rattachés, les business process, la totalité de l'application. Donc, entendez-vous sur les termes que vous allez utiliser. C'est vraiment très important. La matrice de responsabilité, ça c'est vraiment super important, puis c'est un peu la base d'un plan de gouvernance. Mais la matrice de responsabilité, il n'y en a pas qu'une seule. Il va falloir la décliner par rapport à ce que vous voulez gérer à l'intérieur de des différentes applications que vous allez devoir gérer. La stratégie de logging. La convention de nommage d'abord. Autre chose très importante après le glossaire, la convention de nommage. On va en reparler dans 2 minutes. Évidemment, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas développeur qu'il n'est pas capable de comprendre qu'il y a une convention de nommage quelque part. Ça, c'est facile à comprendre. C'est facile à mettre en place. Et là aussi, bootstrapper. Partez de rien si jamais vous n'avez rien. Ce n'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour commencer et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Jamais. Donc, quand il s'agit de jamais trop tard pour bien faire et de commencez par mettre en place votre logging strategy. Parce que justement, quand on commence à avoir des logs qui arrivent dans un repository et qui ont des formats dans tous les sens, bon, c'est sûr que si vous allez récupérer les logs de votre Data Gateway, vous ne maîtrisez pas le fichier de log. Okay.
Mais si vous allez mettre en place un processus ou si vous développez des applications ou des flows qui vont être capables de générer eux-mêmes leur propre log, c'est à vous de définir le format. Donc, à vous de définir la façon dont les logs vont arriver et leur format. Ça prend la date. La date, elle est UTC ou elle n'est pas UTC, elle est basée par rapport à quoi? Une date, c'est important. Quand il s'agit de faire un tableau de bord, là, vous savez à quel point une date, ça peut être important. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir apparaître dans les logs, dans la ligne de log? Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, bon, on est tous d'accord, un type qui connaît un peu le Python, là, ben, il va être capable facilement de parser du log. Mais si vous pouvez vous économiser un serveur dédié à faire du parsing de log en temps réel, ben, moi je trouve que c'est toujours intéressant parce que ben, il faut le maintenir après, ce parseur. Donc c'est toujours intéressant de voir comment est-ce qu'on peut réduire ces différentes étapes. Donc logging stratégie, on n'y pense jamais, mais c'est super important. Fournissez aux gens qui vont développer des flows ou des applications la manière dont vous voulez recevoir les logs. Reporting stratégie, directement rattaché au log. Comment est-ce que j'extrais les informations qui vont être dans les logs pour pouvoir les afficher dans des rapports? Mais ce n'est pas juste ça. C'est quoi votre stratégie dans les rapports? Est-ce que vous utilisez Power BI? Est-ce que vous faites du Power BI embedded pour pouvoir mettre des rapports directement dans les applications? Jusqu'où vous voulez vous rendre par rapport à ça? Là encore, il ne s'agit pas de définir une roadmap sur les 15 prochaines années que vous ne pourrez pas tenir. Keep it simple and stupid. C'est vraiment, là maintenant, je fais quoi? Puis, où est-ce qu'on se rend dans les 3 ou 4 prochains mois? Aujourd'hui, on a des systèmes qui évoluent tellement vite que une stratégie, une roadmap à 5 ans, là, c'est sympa, mais c'est joli, ça décore les murs en général, mais en règle générale, c'est pas très accurate, c'est pas pas très précis. Donc la dernière, c'est ben, il va falloir définir sa stratégie de livraison. On va en reparler dans une heure dans la stratégie, enfin dans la définition de la stratégie d'ALM, mais c'est sûr qu'il va falloir redéfinir qui fait quoi dans votre stratégie de livraison et dans votre stratégie de mise à jour des patchs, définir toute la convention, toutes les stratégies que vous allez mettre en place sur l'ALM. Ça, c'est un gros morceau et puis ça prend une session, ça prend même plus qu'une session pour pouvoir en parler, mais il va falloir définir certaines choses. Les naming conventions. Je vous avais quelques copies d'écran sur les prochaines pages. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, parce que c'est sympa les slides, mais on va aller voir en vrai à quoi ça ressemble. Comme on dit au Québec, on va voir ce que ça mange en hiver. Donc, Power Apps, vous le savez déjà, c'est super le fun, mais quand vous voyez dans différents environnements la façon dont les applications sont structurées, prendre un peu de convention de nommage sur la façon dont les applications vont être nommées, ça peut être assez intéressant au bout d'un moment aussi. À l'intérieur d'une application, vous le savez déjà, vous vous êtes déjà heurté à ça, un même objet ne peut pas avoir, vous ne pouvez pas avoir le même nom d'objet deux fois dans la même application. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de votre application Power Apps, vous ne pouvez pas utiliser deux fois la même nom d'objet. Ouais, mais ça, c'est embêtant parce que si je fais une convention de nommage, mon bouton, par exemple, lui, le send to, il va être toujours nommé de la même manière, mon bouton send to, si je veux pouvoir l'utiliser et utiliser un composant. Eh bien, plutôt que d'utiliser des noms qui vont être compliqués ici, vous le voyez sur la partie à gauche, vous avez déjà l'habitude de ça, il va falloir définir une convention de nommage. Okay? Entendons-nous là sur une convention de nommage, quelle qu'elle soit. Déjà, commençons par ça. La façon dont on va nommer les écrans, la façon dont on va nommer les différents objets, les composants, les groupements, les différents composants à l'intérieur, les différents contrôles, il va falloir trouver un moyen de les nommer. Tout simplement parce que quand vous faites des références dans votre code, c'est toujours intéressant de savoir exactement à quel objet vous faites référence. Toujours super intéressant. Moi, ce que je suggère, et pour l'avoir déjà expérimenté et utilisé, et je l'utilise ici dans mes livraisons, c'est d'utiliser des références. Alors, c'est sûr que c'est moins parlant, mais mon écran, ici, il s'appelle 4. C'est mon écran numéro 4. Et mon écran Home s'appellera, par exemple, toujours l'écran numéro 1. Et etc. Je vais pouvoir plus facilement organiser la façon dont mon application va être bâtie. Alors, OK, je descends d'un cran, c'est sympa, mais ça ne résout toujours pas mon problème de doublon à l'intérieur des objets. Ben, cette histoire de référence, je peux l'utiliser à tous les niveaux. Elle est valable vraiment à tous les niveaux. Je peux directement référencer la totalité de mes éléments à l'intérieur de mon code en utilisant uniquement des références. Alors oui, c'est pas très parlant quand on le regarde comme ça. On est d'accord que ce code-là, c'est pas super parlant comme ça. On va y venir tout à l'heure. Ça veut dire que en bon développeur,
un code, ça se documente. Et ces objets-là doivent être référencés quelque part. On doit avoir une référence qui doit permettre de garantir qu'on va être capable de savoir exactement quel est cet objet. La bonne nouvelle, c'est que Microsoft de plus en plus intègre à l'intérieur de ses propriétés, de ses propres propriétés, des commentaires, du comment. Donc on va être capable à terme de pouvoir ajouter les commentaires directement à l'intérieur des objets. Ça arrive petit à petit dans toute Power Platform et ça va être très pratique pour pouvoir garder justement le commentaire avec la description de l'objet attaché à la référence de l'objet lui-même. Ce qui est super intéressant, c'est que ma galerie ici que j'utilise à l'intérieur de mon écran, ben, je vais peut-être devoir la réutiliser ailleurs parce que cet objet, ce composant galerie, vous le savez maintenant, vous avez déjà commencé à regarder ça, on peut utiliser maintenant les composants à l'intérieur des applications, on peut utiliser les librairies de composants qui vont arriver et toute cette logique de composants à l'intérieur de Power Platform. On va retrouver exactement les mêmes problèmes dans Power Automate, peut-être même encore plus. Alors, première chose, Power Automate, on est tous d'accord là que c'est super le fun, Power Platform, mais les applications, les éditeurs en ligne, des fois, ils ont leurs propres limitations. Hein. Particulièrement Flow, il y a un truc qui m'énerve au plus haut point, c'est que quand vous êtes avec un écran responsive et sur certaines tailles d'écran, quand vous rentrez dans votre flux, eh bien, pouvoir utiliser la fenêtre de données et des données dynamiques, ben, on se retrouve avec quelquefois des trucs qui sont un peu rabougris et puis pas forcément quelque chose de très pratique pour pouvoir aller chercher les dynamiques, les données dynamiques. Donc vous voyez ici, il les a ramenées automatiquement au centre. Donc ça veut dire que déjà, ben, je perds certaines fonctionnalités comme par exemple la possibilité de pouvoir mettre directement du code. Très pratique. Mais j'ai toujours le même problème aussi dans Flow, c'est que je ne peux pas avoir deux étapes qui portent le même nom. À l'intérieur de mon flux, je ne peux pas avoir une étape qui porte exactement le même nom. Oui, mais moi, ça me pose problème parce que dans mon workflow, ben, j'ai envoyé un email, ça c'est envoyé un email. Donc, je vais devoir utiliser deux utilisations différentes. Et puis, la bonne idée des Français, en général, c'est de mettre plein d'accents partout. C'est très sympa, les accents. Mais quand vient le temps d'utiliser une convention de nommage, les accents, ce n'est pas toujours une super bonne idée. Donc, là encore, utiliser des références, comme vous le voyez ici, c'est très pratique parce que, par exemple, dans Flow, ils ont eu la bonne idée de me laisser ajouter des commentaires. Donc, 3 petits points, et ajouter un commentaire ici, je vais pouvoir directement expliquer dans le commentaire ce que fait mon étape, sans avoir besoin de trimballer cette longue explication dans le nom de mon étape. Et quand je vais utiliser ici cette référence et que je vais devoir chercher une référence dynamique à l'intérieur d'une sous-étape, ça va être beaucoup plus facile pour moi de savoir, ma référence dynamique ici, mon champ dynamique, fait référence à quelle étape à l'intérieur de mon workflow. Donc vous voyez ici que c'est quand même beaucoup plus facile à lire que si je commence à avoir des noms longs comme ça, qui rentrent même plus dans les cases au bout d'un moment, et que je ne peux même plus choisir convenablement dans ma fenêtre de valeur dynamique. Donc c'est une convention à mettre en place. On apprend. Ce que j'ai appris par exemple à l'usage, c'est que dans Flow, comme dans beaucoup d'objets qu'on utilise en Power Platform, c'est qu'on a souvent quelquefois besoin d'insérer des variables, par exemple. Donc, plutôt que d'avoir une convention de nommage consécutive, de laisser des dizaines pour pouvoir insérer des étapes intermédiaires, ça peut être très pratique pour pouvoir faciliter la lecture du code. Donc, là encore, très très simple, utiliser ces conventions de nommage. Malheureusement, dans le nom lui-même du workflow, vous le savez déjà, c'est que utiliser un code, c'est compliqué parce que le workflow va apparaître directement dans la liste SharePoint. Si c'est rattaché à une liste SharePoint, par exemple, le nom du workflow va apparaître. Donc, utiliser un code, c'est pas forcément très simple pour l'utilisateur final. Donc, il va falloir réfléchir à la façon dont les conventions de nommage vont être mises en place, particulièrement pour SharePoint. SharePoint, c'est un cas à lui tout seul. La connexion SharePoint est aujourd'hui en cours de redesign chez Microsoft. Vous savez que les connexions évoluent régulièrement. Et la connexion SharePoint représente aujourd'hui un problème majeur, c'est qu'elle ne peut pas être insérée dans une solution. Donc, si vous avez un workflow qui s'appuie sur
une connexion SharePoint, vous ne pourrez pas ajouter ce workflow dans une solution Power Platform. Donc, ils sont en train de revoir ce connecteur. Et vous allez voir que dans certains connecteurs, dans certains cas, ce connecteur, ou en tous les cas ce trigger, ne peut pas être renommé ici sur la première étape. Donc, vous serez obligé de garder le nom du trigger par défaut parce que c'est comme ça pour l'instant que fonctionne SharePoint. Mais globalement, voilà comment les conventions de nommage peuvent vous servir. Convention de nommage que vous allez devoir utiliser aussi pour ceux qui commencent à utiliser Power Virtual Agent, quand il s'agit de nommer des topics, d'organiser vos topics, donc le temps que Power Platform se recharge. Quand vient le temps d'utiliser les topics ici, on s'entend que je ne peux pas mettre de convention en place pour les trigger phrases, parce que c'est les phrases de déclenchement, donc je peux difficilement mettre un code à cet endroit-là. Mais par contre, pour tout ce qui est gestion, vous voyez ici qu'au fur et à mesure que vous allez créer des modules conversationnels dans votre environnement, dans votre entreprise, la liste ici, elle va commencer à s'allonger en maudit, comme on dit ici. C'est-à-dire que vous allez avoir vraiment une liste de topics là, qui va venir s'allonger parce que ce sont tous les sujets qui vont être susceptibles d'être traités à l'intérieur de mon module conversationnel. Quand il va venir le temps de traiter des ressources humaines, des ventes, du juridique, etc., ça va être très important de mettre en place une convention de nommage ici. Encore une fois, la référence est votre meilleur ami, si tant est que vous documentiez convenablement votre code ensuite. Donc, Power Virtual Agent, on y revient également de la même manière. Power BI, un petit exemple sur Power BI maintenant. Donc, Power BI lui-même, je ne vais pas rentrer dans les détails super avancés, mais vous le savez tous, quand on crée un tableau de bord Power BI, on utilise Power Query en arrière pour créer le jeu de données. J'ai eu l'occasion, je vais juste ouvrir le premier écran Power BI au passage. Hop. Voilà. Donc, dans votre premier écran Power BI, on est d'accord que vos utilisateurs, ils ont sur le côté la liste des champs qui sont disponibles. Ici, avoir le nom de la source de données, le data source, pas très utile pour les utilisateurs. Vous savez, ils peuvent très bien avoir une référence ici tant que les champs en arrière sont lisibles. Donc, les champs, c'est un peu plus compliqué de mettre en place une référence, une convention de nommage. Mais pour les conventions de nommage, ben, je vous propose là aussi d'utiliser des références plutôt que des noms qui, au bout d'un moment, ne servent plus à rien et reproduire finalement l'erreur qu'on avait auparavant dans les bases de données avec des conventions de nommage qui étaient illisibles pour les utilisateurs. Donc, en utilisant un code ici et un tiret avec le numéro de la version en arrière, ça peut être très intéressant de savoir que, OK, j'ai ma connexion de données qui est utilisée ici. Et cette connexion de données, ben, pour ceux qui utilisent déjà Power BI, ils le savent, c'est que vous allez l'utiliser dans beaucoup de références Power BI. Donc, cette référence, cette connexion va pouvoir se placer dans 3 ou 4 data models de Power BI, de votre fichier Power BI. Donc, ça va être super intéressant de maintenir un catalogue de connexions qui sont disponibles dans votre entreprise. Maintenir ce catalogue à jour pour dire ben, le 0010, par exemple, -1, ça fait référence à telle base de données en arrière. Voilà la description des champs. Et ça, vous le mettez à disposition dans un catalogue que vous allez rendre disponible à vos utilisateurs. Vous venez de vous enlever une épine du pied, c'est à chaque fois la question « Oh, j'aimerais bien me connecter aux données. » Regarde le catalogue, c'est facile. Donc, et s'il n'y a pas de catalogue, vous ouvrez un ticket au centre de service, on va vous créer la nouvelle source de données. C'est super simple. Donc, mettre en place un processus là-dessus, très, très facile. Ensuite, à l'intérieur de Power Query, vous connaissez déjà le mQuery, qui va permettre en arrière de pouvoir définir toutes les étapes que vous avez dans votre fichier de connexion avec la transformation. Ben, vous avez déjà commencé à jouer avec Power Query. Vous savez à quel point c'est super embêtant, je vais rester poli, super embêtant d'avoir des références ici qui sont avec des accents, avec des espaces, etc. Donc là, encore une fois, si j'utilise des codes, je me retrouve assez facilement à l'intérieur de mon code mQuery. Ça le rend quand même un peu plus lisible d'un point de vue code. Et la lisibilité dans le mQuery, ça compte quand il vient le temps de troubleshooter, de trouver les erreurs à l'intérieur d'un code Power Query. Donc, vous voyez ici, dans les différentes étapes appliquées, j'ai des références à la place des noms. Tout le monde s'en fout, puisque de toute manière, les utilisateurs finaux ne voient pas cette partie-là. Si jamais vous voulez en savoir plus sur cette convention de nommage-là, je fais un petit peu de pub personnelle. J'ai un cours sur LinkedIn Learning, parce que j'ai la chance, j'ai l'honneur de donner quelques cours de temps en temps LinkedIn Learning. D'ailleurs, je vois qu'il y a
Christophe qui est connecté, qui est aussi un instructeur LinkedIn Learning. Salut Christophe. Et donc, j'ai un cours qui explique comment je mets en place ce genre de convention de nommage sur Power Query. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil et vous trouverez, et c'est en français en plus, donc c'est super. Donc, on revient sur les slides. Il reste 10 minutes pour pouvoir vous parler d'une dernière chose. Premièrement, la documentation. Ben, on vient de le voir là. Si vous faites tout ça sans documentation, ça va commencer à devenir très complexe. Et c'est un peu la base du développement, la documentation. Alors, on a eu un débat il n'y a pas très longtemps avec des collègues ici développeurs. C'est sûr que quand vous dites documentation à un développeur, le type, il vous fait « Ouais, d'accord, ok, documentation. » Ouais, mais gars, là, si tu n'as pas compris que ton code, il va être réutilisé peut-être dans 6 mois ou dans 1 an par quelqu'un qui ne va pas du tout être toi, mais peut-être une autre équipe, parce que l'application est devenue critique, ben, c'est que tu n'as pas compris ce que c'est que le développement. Parce que c'est tout l'histoire. L'histoire du développement, c'est toute l'histoire du cycle de vie d'une application. Donc, vos documents, vos applications vont être refaites, vont être retravaillées. Donc, le problème avec le Citizen Developer, c'est que c'est un développeur. Et donc, il va falloir penser à la documentation. Et la documentation, c'est super simple à mettre en place. Première chose sur la documentation, perdez pas 2 mois et demi à définir la police de caractère de vos titres, etc. Tout le monde s'en fout. Okay, les titres, titre 1, titre 2, titre 3, savoir s'ils sont en capital, en bleu, en vert, on s'en fiche complètement. Savoir si sur la première page, il y a un grand logo avec le nom de votre compagnie, etc., on s'en contrefiche. Okay, ce qui compte, c'est directement d'avoir l'information dont j'ai besoin. Restez lean sur ce que vous faites. Lean, allez à l'essentiel. Keep it simple and stupid, y compris et particulièrement sur la documentation. Le contenu est toujours plus important que la forme. Quand je vois le nombre de compagnies de services qui font ça prend 5 pages avant de commencer à pouvoir lire un document. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste aller à l'essentiel sur un document là, juste simple? Donc, j'ai découvert un truc il y a 1 an et demi qui est super sympa, qui est Jekyll, donc en arrière de GitHub. Si vous allez dans GitHub et que vous allez directement dans vos projets, moi j'adore GitHub pour documenter parce que je fais de la documentation MD et puis je rentre directement du code en MD et c'est facile. Ouais, Raphaël, je vois ta main, il reste pas oui, longtemps. 5 minutes normalement. C'est ça. Donc, pensez à Jekyll, pensez à tout ça pour automatiser justement la façon de mettre en place cette documentation. Est-ce que c'est tout? Non, parce que je vous donne un peu plus pour cette session. Le Power Platform Center of Excellence. Celui-là, il ne faut pas que vous le loupiez. Ça, c'est essentiel à mettre en place si vous démarrez votre voyage dans la Power Platform. Si vous n'avez jamais utilisé ce truc-là, c'est vraiment, il faut que vous alliez jeter un œil. Toutes les données qui vous sont importantes, vous les retrouvez directement dans le Center of Excellence. Le Center of Excellence, il vient avec un beau tableau de bord Power BI qu'on va laisser le temps de rafraîchir ici. Voilà. Center of Excellence, il vient avec une application Model Driven qui va me permettre d'aller chercher dans la totalité de mes environnements toutes les applications qui sont publiées. Donc, j'ai ici qui sont les makers, quels sont mes environnements actifs, quelle est la liste de mes applications. Je vais pouvoir descendre après dans toutes les applications, les flows, les connecteurs, particulièrement importants, les connecteurs, surtout quand vous utilisez des custom connectors et qu'il va falloir être capable de les identifier. Donc, tous ces objets-là, on est dans du model driven. Donc, la bonne idée, c'est qu'en arrière, il y a un business process flow qui va me permettre en plus pour chacun des éléments de dire, OK, j'ai une application qui a été identifiée, qui a été détectée par mon Center of Excellence. Il y a un flow en arrière qui se met à jour et qui va chercher toutes les applications. Et ici, vous allez avoir un business process flow qui va vous aider. Est-ce que vous avez renseigné les business requirements? Oui, non. Est-ce que confirmer l'impact business de cette application-là? Vous voyez que tout est déjà fourni par défaut et va vous permettre de pouvoir gérer chacun des artefacts que vous avez dans vos environnements pour mieux connaître vos environnements. Ça va être important, particulièrement quand il va falloir parler de l'application lifecycle management, de tous ces éléments. Donc, ça, Center of Excellence, tous les liens sont dans les slides, vous pouvez y aller directement, c'est directement disponible en ligne, c'est un groupe
d'hurluberlu au début, des consultants et des partenaires Microsoft qui avaient commencé à bâtir ça. Puis Microsoft a commencé à se dire waouh, c'est super intéressant ce que vous faites. Maintenant, c'est directement un projet qui est maintenu par Microsoft particulièrement. Donc, vraiment super intéressant. Entre autres, l'audit log, être capable d'avoir un seul endroit. Oh, j'ai peut-être un flow qui n'a peut-être pas bien marché. OK, mais en tous les cas, grâce au flow, d'avoir la totalité des logs qui reviennent directement à l'intérieur de votre Center of Excellence. Donc, tout ça arrive directement dans le Center of Excellence. Livré directement avec, out of the box, un PBIT que vous pouvez personnaliser avec votre environnement, qui vous donne directement l'accès à tous ces tableaux de bord, à tous ces rapports. J'ai des lenteurs sur mon Power BI depuis quelques jours. Donc, plein de tableaux de bord qui sont déjà fournis par défaut. Encore une fois, on est dans du Power Platform. Un certain nombre de choses sont des applications managées, mais vous pouvez quand même personnaliser certaines parties. Par exemple, Business Process Flow peut être personnalisé. Et vous voyez ici que je peux même aller jusqu'à personnaliser les tableaux de bord si je le souhaite. Utiliser ce tableau de bord comme référence et commencer à bâtir mon propre tableau de bord ensuite. Ça, là, ça va vous faire gagner énormément de temps. Donc, pour finir, le Center of Excellence, vous retrouverez directement le Center of Excellence et tous les téléchargements sur cette URL-là, AKAMS et puis le Center of Excellence Kit Download. Les références, si jamais vous en avez besoin, le blog qui fait référence justement au Center of Excellence et qui vous explique comment l'utiliser et comment le mettre en place. Et si je ne m'abuse, j'en arrive au moment où, éventuellement, je peux répondre à certaines de vos questions. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé, parce que je parle beaucoup, mais, et que je vous aurai apporté certaines informations intéressantes pour mettre en place votre plan de gouvernance. Si jamais vous êtes intéressé, juste à vous dire que dans GitHub, j'ai démarré une initiative il y a à peu près 8 mois maintenant, qui est un plan de gouvernance vanille, un plan de gouvernance white labeled, et qui permet de forker directement ce plan de gouvernance depuis GitHub et de démarrer votre propre plan de gouvernance pour la Power Platform. C'est pas rocket science, là, c'est pas un des trucs de dingue, mais ça permet de forker et d'avoir un plan, un point de démarrage. Si vous êtes intéressé par cette initiative, envoyez-moi un petit texte. Je suis disponible sur tous les réseaux sociaux, ngeorgios sur Twitter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions, je vais vous laisser lever les mains. Nicolas. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question qui vient d'arriver, si tu veux. Donc, Dans le chat? Oui, dans le chat. Je ne le vois pas parce que je ne suis pas connecté. Ouais. Ok, bah, je te la lis. Quelles seraient les règles d'or pour qualifier les applications vraiment comme business critical avec ce qui s'impose comme prérequis et overhead de gouvernance, compliance et maintenance? Alors, bonne chance. Tu me laisses combien de temps pour ça? Au maximum, de toute façon, tu auras 15 minutes parce qu'après, on va falloir rediriger les gens sur l'autre session. Mais... Ça marche. Le business critical, le problème, c'est que ce n'est pas à vous de le définir, c'est à business. Donc, c'est à eux de définir à quel moment ça devient critique pour eux. Et à tous les niveaux. Au niveau de votre application, au niveau de vos données. Donc, et par contre, en arrière, c'est à vous de réagir par rapport à ça. Par exemple, le business, lui, c'est pas forcément que vous avez un data gateway. Donc, ça va être à vous d'adapter votre niveau de criticité. Encore une fois, la chose qui est en place dans le Center of Excellence ou dans votre processus, c'est de savoir qu'à un moment, vous devez définir si une application est business critique ou pas. C'est déjà une bonne information de vous dire que déjà, il faut y réfléchir. Ne pas se retrouver comme dans le cas de MS Access ou Excel il y a quelques années et de ne pas l'y avoir anticipé. Donc, est-ce qu'une application devient critique? Un bon indicateur, le nombre de personnes qui vont partager l'application. Et dans le Center of Excellence, vous allez voir, il y a une information qui arrive et qui vous dit avec combien de personnes cette application est actuellement partagée. Et de savoir, dans cette application, ça a été partagé à peut-être 200 personnes dans la compagnie ou 30 personnes, de dire, vous allez définir un seuil. OK, si je dépasse un certain seuil, ça veut dire que mon application devient business critique. Donc ça va être déjà une bonne information. Ensuite, bien sûr que les gens peuvent avoir une application partagée, mais peuvent ne pas forcément y accéder. Donc il va falloir que vous modérez, que vous mettre en place une modération par rapport à ça. Mais si vous avez un warning qui se met en place quelque part en disant dès que je dépasse les 30 personnes qui connectent sur une application,
ça commence à devenir intéressant. Il faut au moins que je me renseigne sur qui est le maker, qui va être en charge de cette application-là, qui répond aujourd'hui aux utilisateurs. À quoi ça ressemble? Est-ce que j'ai mes équipes de développement qui sont au courant de cette application-là? Donc déjà, commencer à se poser les bonnes questions par rapport à ça. Encore une fois, à partir du moment où vous ouvrez la discussion, ça veut dire que déjà vous vous positionnez et vous vous questionnez pour répondre et mettre en place les SLA, les engagements de service. Donc ça, je dirais, surveillez le nombre de partages sur une application. Ça vous donnera quand même une bonne idée sur la criticité ou non d'une application, qu'elle soit Power Apps ou qu'elle soit Flow. Ça va être exactement la même chose. Si j'ai un Flow qui est rattaché à une liste SharePoint et que cette liste SharePoint, elle est ouverte à 50 ou 100 personnes dans ma compagnie ou 1000 personnes, à votre avis, est-ce que le Flow est business critical? Probablement qu'il faudra se poser la question. Power Virtual Agent, ça devient très très vite critical dans le Power Virtual Agent. Dès lors que vous mettez un agent conversationnel dans un Teams pour répondre par exemple au formulaire que vous allez utiliser pour les ressources humaines dans une entreprise, ben, vous avez forcément quelque part une petite lumière qui s'allume en disant j'ai beaucoup de gens qui vont connecter là-dessus et qui vont la consulter. Power BI, pareil, dès lors qu'un tableau de bord est partagé à plus de 4-5 personnes, ça devient business critical, particulièrement quand une des 5 personnes est le CIO. Donc là, vous voyez que dans l'analyse arrive aussi peut-être le titre de la personne dans la compagnie, dès lors que les titres sont convenablement bien renseignés dans votre activité.